Donc voilà la justification, et en fait j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages, bien entendu, en maçonnerie au Maroc, et ces ouvrages de maçonnerie qui sont en général suffisamment anciens, puisqu'ils sont dans le patrimoine, souffrent tous de pathologies et nécessitent bien sûr des rénovations ou des réhabilitations qui sont très importantes. Alors d'abord quelques mots pour vous situer le site. Donc ce que vous voyez effectivement sur la gauche, c'est le fameux triangle Londres-Bruxelles-Paris, sur lequel vous voyez apparaître un petit peu au sud-ouest de Bruxelles la fameuse cathédrale de Tournai. Alors Tournai est un site particulièrement ancien. Bon, il est situé à 75 km environ de la mer du Nord. Et c'est très important, nous verrons tantôt pourquoi, il est traversé par l'un des deux principaux fleuves belges, qui est l'Escaut. En Belgique, il y a deux fleuves importants, l'Escaut et la Meuse, et l'Escaut traverse la ville de Tournai. Alors ce site est très très ancien, puisque à l'époque romaine, on y a construit un temple. Et puis, pratiquement 5 siècles plus tard, Tournai est devenue la capitale du royaume des Francs, les Francs étant la peuplade qui, à cette époque-là, occupait la région. Et puis, un tout petit peu plus tard encore, au niveau pratiquement du XIIe siècle, donc il y a 8 siècles maintenant, on a érigé à Tournai une cathédrale, oui, plus ou moins, on peut appeler ça une cathédrale à l'époque, mais c'était un ouvrage relativement modeste. C'est celui que vous voyez sur la droite de l'édifice, c'est-à-dire pratiquement cette partie-ci, qui est de style roman. Alors le style roman, c'est en fait des bâtiments qui sont relativement peu élevés. Vous voyez la différence de hauteur par rapport à tout ce qui se trouve ici, avec des fenêtres relativement étroites. Ce sont donc des bâtiments trapus, ramassés, en général relativement mal éclairés, et qui ont donné lieu plus tard à un autre style qui a été le style gothique. Alors à Tournai, on a effectivement érigé d'abord la première partie, et puis effectivement un morceau de cet édifice a été absorbé par un autre édifice beaucoup plus imposant qui est ici de style gothique. Alors dans cet édifice, on trouve le style gothique parfaitement, donc des bâtiments qui sont nettement plus élevés, des fenêtres qui sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus grandes, et pour stabiliser le bâtiment, ce qui est la caractéristique du gothique, l'arc-bouton. Alors il s'agit bien sûr ici d'un ouvrage religieux, donc qui a été édifié en gros au XIIIe siècle pour la partie gothique et probablement un peu avant pour la partie romane. Le nom, ça s'appelle chez nous la cathédrale Notre-Dame, en fait, et elle est particulièrement intéressante pour les étudiants en architecture dans la mesure où elle combine sur un même bâtiment, ce qui permet une seule visite, d'une part le style roman et d'autre part le style gothique. Ça a été une des raisons pour lesquelles elle a été très rapidement classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est parce qu'il est rare de trouver un bâtiment qui présente les deux styles associés. Alors, lorsque nous avons été confrontés à ce bâtiment, nous l'avons évidemment soigneusement visité, examiné, et il était clair qu'il présentait de très nombreuses pathologies, notamment des fissures parfois très très ouvertes qui affectaient à la fois les parois, les étages, les voûtes, etc. Deuxième grosse caractéristique, à part les fissures, il s'agissait des tassements. Alors, vous pouvez voir effectivement sur les deux vues colorées de gauche, la partie verte représente un soubassement au pied des colonnes, et sur la photo suivante, vous voyez que ce soubassement a complètement disparu. Ça veut simplement dire qu'il y a eu un tassement vertical extrêmement important et qu'au fil des années, les rénovations dans le carrelage ont finalement complètement noyé le soubassement, la colonne s'étant profondément enfoncée.
Ces tassements différentiels se manifestent aussi si vous regardez l'un des clochers, c'est en fait la photo qui est la plus à gauche, il est visible que le clocher est marqué d'une flèche n'est pas parallèle aux autres. En fait, il a subi sur une partie de sa fondation un tassement extrêmement important. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En outre, ce qui heurtait évidemment les ingénieurs, c'est que cette partie de l'édifice était tout de même relativement symétrique et présentait des déformations qui étaient totalement asymétriques. Autrement dit, on se disait probablement qu'il y a là à envisager un problème souterrain qui doit constituer une menace. Et donc il s'est constitué petit à petit en Belgique, le propriétaire de l'immeuble, si je puis dire, étant la province, il s'est constitué un petit groupe qui a comporté des membres de toutes les universités de la partie francophone, Liège, Louvain, Bruxelles et Mons. Et donc, ce groupe a commencé effectivement à étudier l'édifice, l'université de Louvain, fournissant essentiellement l'aide historique. Donc, Louvain nous a donné un historien de l'art, un archéologue, et ces personnes ont réuni un maximum de documentation sur la cathédrale. Au niveau de l'archéologie, on a pu entreprendre des fouilles à l'intérieur même de la cathédrale et donc profiter de ces fouilles pour pouvoir effectivement procéder à toute une série d'essais de sol, ce qui n'avait pas été particulièrement facilité avant. Les démarches archéologiques et les essais et les sondages ont permis de définir plus ou moins le système de fondation de la cathédrale et les particularités, bien sûr, du sol. Et à ce niveau-là, nous avons remarqué que finalement, la constitution du sol de la cathédrale était très variable. Donc, ce que vous voyez maintenant apparaître, c'est sur la partie droite de la figure centrale, la nef romane, le transept perpendiculaire à la nef, qui va relier la nef au chœur, qui lui est résolument gothique. Et les reconnaissances de sol ont montré que finalement, l'ensemble de la cathédrale, à part la partie qui est située sous la zone renforcée en rouge, se trouve sur un socle rocheux tout à fait convenable, mais par contre, toute la partie qui est située sur la zone rouge se trouve sur un sol implanté sur un sol de mauvaise qualité qui a donc été à la base des tassements importants que l'on a observés sur les pieds de colonne dans la nef romane. Alors tout cela nous a laissé évidemment supposer qu'il fallait très sérieusement étudier l'immeuble et en particulier nous avons tenté à ce moment-là de le modéliser par éléments finis. Alors nous avons pu bénéficier à ce niveau-là, puisque c'était un problème relativement neuf pour nous, des conseils de deux spécialistes bien connus chez ICOMOS, le professeur Macchi de l'université de Pavie, qui avait été impliqué dans la tour de Pise que tout le monde connaît et aussi dans certains travaux au niveau du Colisée à Rome lors de l'implantation des lignes de métro, et le professeur Halleux de l'université libre de Bruxelles, qui lui a été l'homme de la rénovation de la flèche de l'hôtel de ville de Bruxelles que vous voyez juste sous la tour de Pise. Donc après discussion avec ces spécialistes et discussion aussi avec les historiens, notamment le professeur Barthélemy de la faculté polytechnique de Mons, qui était un membre assez influent de ICOMOS, nous avons décidé d'entreprendre, ça a été un travail de longue haleine, la modernisation complète de la cathédrale. Et notre objectif était de parvenir, à partir de cette modernisation complète, qui ne pouvait bien sûr impliquer qu'un macromodèle simple, compte tenu du gigantisme de l'édifice, de prévoir la fissuration. Et donc nous avons modernisé le bâtiment aussi fidèlement que possible,
en éléments finis élastiques linéaires, parce que nous ne pouvions guère faire mieux au niveau évidemment du temps de calcul, et nous avons introduit un modèle simplifié de fissuration. En fait, ce modèle a été complètement commenté dans une communication que nous avons faite dans un UTAM Symposium. En quoi consiste-t-il? Eh bien, à l'aide du modèle élément fini élastique linéaire, dans lequel il y a l'édifice que vous voyez partiellement sur la photo, mais nous verrons tantôt qu'il y a aussi la fondation, on fait un premier calcul élastique. On détermine l'état de contrainte dans l'édifice, et dans les lieux où effectivement la plus grande contrainte principale de traction est dépassée compte tenu de propriétés que l'on juge raisonnables pour la maçonnerie, on fractionne le modèle et on introduit physiquement, localement, une fissure. Ça signifie qu'on ne doit utiliser aucun élément fini performant simulant la fissuration. Bon, tout le monde sait que généralement, quand il y a fissure, il faut raffiner les modèles et utiliser effectivement des éléments très particuliers. Donc nous n'avons rien fait de tel. On modifie localement le modèle et on recommence le calcul. Même genre de problème. Voilà, ok, voilà, celle-là, c'est bon. Alors, ce que nous voyons ici, c'est en fait l'espèce de hutte de fer à cheval, c'est la fondation même de la cathédrale. Elle repose effectivement sur une maçonnerie extrêmement importante, qui elle-même repose sur le sol. Et donc, comme vous voyez, toute une partie du transept, la fondation n'a pas été modélisée parce que la cathédrale est implantée sur un bedrock, donc sur quelque chose de très dur, alors que dans la partie arrière, qui couvre donc une partie d'une des tours qui est appelée la tour Brunin, c'est-à-dire un des clochers, là on a effectivement modélisé à la fois la fondation et sous la fondation un volume suffisant de sol pour pouvoir après arriver effectivement à une profondeur où on pouvait imposer un déplacement nul. Donc les fondations ont dû ici être incluses dans le modèle de la cathédrale de manière à pouvoir rendre compte des phénomènes observés. Alors sur la petite figure qui se trouve à gauche, vous voyez effectivement l'approche que j'ai déjà décrite et vous voyez qu'on a créé artificiellement à cet endroit-là une fissure qui apparaît en teinte beaucoup plus sombre dans la maçonnerie. Alors le but a été, en utilisant suffisamment de fois le modèle, de reproduire les pathologies qu'on observait sur la cathédrale, c'est-à-dire les tassements d'appui et les fissurations. Alors, la fissuration est quelque chose qui est relativement difficile à relever de manière exhaustive sur un ouvrage de ce type. Nous avons vu hier un très bel exposé sur la laser grammétrie, qui est évidemment très utile dans des ouvrages de ce type. Mais nous avons surtout bénéficié du fait que dans l'équipe des archéologues, il y avait un homme relativement jeune qui faisait de l'alpinisme. Et lorsque notre modèle détectait des fissures, eh bien, il allait vérifier sur place, au bout de sa corde, que le réseau de fissures que nous avions détecté existait bien dans l'édifice. Et nous avons donc pu de cette manière, à la fois en nous basant sur la fissuration et en nous basant sur les tassements, adapter le modèle de façon à avoir en informatique un modèle fiable, restaurant effectivement ce que l'on pouvait voir sur le site. Bien entendu, ça ne s'est pas fait en quelques mois. Nous avons travaillé une dizaine d'années sur la cathédrale. Muni maintenant de ce modèle, on pouvait évidemment s'interroger en se disant, est-ce que le processus de fissuration qui est en cause va s'arrêter, ou est-ce qu'au contraire, suite au vieillissement des matériaux, le système va continuer à se fissurer? Est-ce que le processus de tassement va se stopper, ou au contraire, va-t-il continuer? Bon, c'est une vue intermédiaire, donc, où on peut avoir des représentations colorées de l'état de contrainte dans la totalité du bâtiment.
Alors, nous pouvions évidemment suspecter la continuation des tassements, la continuation de la fissuration, et donc nous avons recommandé aux propriétaires de l'édifice de l'instrumenter. Et donc la cathédrale a été totalement instrumentée avec pratiquement tous les moyens disponibles au niveau du génie civil. Donc d'une part des mesures de distance, des mesures de hors à plomb, des mesures de contrainte dans certains éléments, etc. Tout ça a été relié par informatique au laboratoire où Laurent Van Parijs, qui est l'auteur de la communication, un des auteurs principaux, pouvait donc suivre le monitoring de la cathédrale en temps réel. Alors nous comprendrons mieux pourquoi. C'était presque un enjeu de protection publique, dans la mesure où vous verrez tantôt que la cathédrale comportait un arc soumis à danger qui portait au sein de la ville même de Tournai une charge de maçonnerie d'environ 600 tonnes. L'écroulement de cet arc aurait conduit à une catastrophe à l'intérieur de la ville de Tournai avec sans aucun doute un certain nombre de morts. D'où tous les moyens ont été mis dans un tout premier temps à notre disposition pour pouvoir suivre effectivement en temps réel l'évolution de la cathédrale. Alors, le problème principal qui s'est posé, vous le voyez sur la première tour, où vous voyez apparaître des petites bandes jaunes. Alors, cette tour que l'on appelle la tour Brunin est implantée pour une partie de ses parois sur le bedrock. Là, il n'y a pas de tassement. Et l'autre partie est effectivement implantée sur le sol mou. Et donc, la tour a subi un mouvement de rotation à la fois nord-sud et ouest-est. Et le principal problème, c'était que l'instrumentation posée sur la tour montrait que cette situation s'aggravait. Donc il était absolument nécessaire d'intervenir de façon immédiate avant de pouvoir envisager tout problème de réhabilitation. Et la première intervention qui a été faite a consisté à liaisonner donc cette tour de coin par des tirants aux deux tours, donc l'une dans l'axe nord-sud, l'autre dans l'axe ouest-est. Et ce que montrent les deux figures de gauche, ce sont les ensembles de tirants qui ont liaisonné deux des tours dans un cas. Là, il s'agissait de 4 tirants, 6 tirants, 4 au niveau 18,50 m, 2 au niveau 26 mètres, et dans l'autre axe, 2 tirants également placés à 26 mètres. Alors, le modèle a été bien sûr d'un grand secours pour vérifier l'implantation de ces tirants, puisque nous les avons précontraints, mais il ne fallait évidemment pas induire des destructions dans les deux tours utilisées pour supporter la tour sinistrée. L'instrumentation a montré que si on comparait effectivement des mesures faites sur 2 années successives, eh bien, on relevait sur ces mesures des variations périodiques, bien entendu, puisque l'été, il y a tous les problèmes thermiques qui interviennent, mais on relevait aussi une différence entre les mesures d'une année et les mesures de l'année suivante. Ça signifie donc qu'on avait probablement entravé le mouvement, mais on n'avait pas totalement arrêté. Donc en dessous, vous trouvez un petit inventaire, bien sûr, des mesures qui avaient été prises. Donc il y a des pendules automatiques, des clinomètres, des capteurs d'évolution d'ouverture de fissures, et puis des mesures évidemment de tassements verticaux, tous ces signaux étant renvoyés au laboratoire pour examen immédiat. Donc comme la menace se confirmait, il était donc tout à fait nécessaire d'intervenir. Et nous avons donc conseillé au maître d'ouvrage de nécessairement prendre contact avec un bureau d'études, ce qui a été fait. Et le bureau d'études a proposé immédiatement, mais ça a pris du temps pour réaliser le travail, de conforter toute la partie fondation sur laquelle se trouvait cette tour qui se déplaçait
en faisant du jet grunting sur une très très grande surface, de manière évidemment à stabiliser tout le volume de sol mou qui supportait la fondation jusqu'à atteindre le bedrock localement. Alors un autre problème qui était particulièrement angoissant à tourner, eh bien, c'est que malheureusement la tour qui se déplaçait contribuait latéralement à un arc important. Alors cet arc, vous voyez dans sa partie haute, supportait d'une part une partie des charges de toiture de la petite rotonde que vous voyez à côté, et en plus il supportait toute la masse du pignon. C'est là que se trouvaient effectivement les 600 tonnes dont je parlais tantôt. Cet arc, il a d'abord été étudié en analyse limite dans une situation qui était la situation non sinistrée, et on est arrivé à pouvoir vérifier par des calculs pas toujours très simples, parce que c'est un arc à 3 rouleaux, donc qui est constitué de 3 rangées de pierres, bien sûr. On est quand même parvenu à déterminer que dans sa configuration initiale, le facteur de sécurité vis-à-vis de l'écroulement était de l'ordre de 5. Autrement dit, on peut penser que les constructeurs médiévaux prenaient tout de même des marges de sécurité suffisantes, même s'ils ne disposaient pas de moyens de calcul évolués. Le problème de cet arc, c'est que la naissance droite, qui se trouve donc contributée par la tour en mouvement, se déplace. Et par conséquent, l'arc s'affaisse progressivement. Et le problème qui était posé par l'architecte qui a en charge la rénovation, qui est un architecte des monuments historiques français, puisqu'il y a eu un appel d'offres européen, sa question était simple. Quand est-ce que l'arc va s'écrouler? Or, en regardant dans la littérature, on a constaté que la cathédrale de Tournai n'était pas la seule à avoir cette pathologie. Dans nombre de cathédrales françaises, on a effectivement repéré des mouvements de la naissance d'arcs support, mais personne n'avait étudié ce problème. Donc on a démarré à la faculté une thèse de doctorat, qui a été la thèse de M. Van Parijs, et on a fait bien entendu au laboratoire sur des arcs constitués de voussoirs, des quantités de vérification expérimentale en générant la ruine de l'arc, non pas par une surcharge, la charge était laissée constante, mais en provoquant un déplacement de son appui, de manière à pouvoir vérifier sur un modèle que les résultats théoriques collaient à l'expérience. Alors, ce que vous voyez ici, c'est quelques vues qui commandent ce que je viens de dire. Donc, à droite, on voit un petit peu le fameux mur pignon qui est supporté par l'arc, et à gauche, pardon, et à droite, on voit effectivement la fameuse tour Brunin, qui est celle qui est dessinée en rouge, où le déplacement dans le plan de la figure au niveau du clocheton était de 80 cm, ce qui est tout de même considérable, et le déplacement dans la direction orthogonale d'une dizaine de centimètres. Finalement, les calculs effectués dans la thèse de doctorat, confortés par l'expérience qui avait été faite, ont montré qu'on disposait encore d'un facteur de sécurité de 2 ordres de grandeur. Néanmoins, ça voulait dire qu'il fallait une intervention qui stoppe absolument le mouvement de la tour pour éviter la catastrophe, et c'est celle que j'ai décrite tantôt, l'intervention d'un bureau d'études et d'une consolidation de la fondation par jet grunting. Alors, que peut-on tirer comme conclusion de cette démarche? Tout d'abord, on a constaté bien sûr que des problèmes qui sont tout à fait intéressants et qui auparavant n'avaient pas nécessairement été étudiés, je pense à la ruine des arcs par déplacement de leur naissance, de leur appui, et ce sont des problèmes qui sont tout de même relativement courants dans le patrimoine remarquable classé à l'UNESCO, puisque nous savons maintenant qu'un certain nombre de cathédrales françaises souffrent des mêmes pathologies.
Il est très important d'insister sur l'approche multidisciplinaire qui doit nécessairement être faite à ce niveau-là. Et nous avons pu effectivement, avec l'équipe qui avait été constituée, bénéficier de collaboration de géologues, de topographes, d'historiens de l'art, d'archéologues, d'ingénieurs bien entendu, mais il est absolument indispensable que l'approche soit multidisciplinaire de manière à ce que toutes les compétences soient utilisées quand on tente de refaire l'histoire de l'ouvrage. Autre conclusion qui est très importante, c'est que finalement des modèles simples, bien sûr importants par leur ampleur puisque le bâtiment modélisé est gigantesque, mais nous n'avons utilisé que des éléments finis élastiques linéaires sur lesquels nous avons greffé en quelque sorte un modèle de fissuration qui bien entendu a demandé de très très nombreux calculs, mais tout le monde sait qu'un calcul élastique linéaire c'est quelque chose que les machines font très vite, alors que les calculs non linéaires sont souvent beaucoup plus laborieux à effectuer avec toutes sortes de problèmes de convergence. Donc ça c'est une conclusion qui est particulièrement intéressante, c'est qu'il ne faut pas nécessairement se compliquer la vie au niveau des modèles élastiques et qu'il est facilement possible d'y implanter un algorithme de fissuration performant. Alors la menace de ces qui affecte ces édifices, c'est bien entendu le caractère évolutif de leurs dommages. Et bien sûr, à ce niveau-là, les modèles éléments finis permettent, notamment à très très brève échéance, c'était la première stabilisation de la cathédrale par des tyrans, d'intervenir et de permettre effectivement aux gens de réfléchir et de prendre des mesures qui sont évidemment des consolidations plus fiables, plus stables dans le temps, mais qui nécessitent des mises au point et des consultations. On doit évidemment accorder une importance très grande au monitoring. Pourquoi? Parce que le monitoring permet bien évidemment aussi de réagir à court terme, de surveiller surtout l'édifice, d'éviter évidemment ce qui aurait été à tourner une catastrophe importante au sein de la ville, et d'attendre évidemment que des interventions plus importantes puissent être programmées. En particulier, nous comptions sur ce monitoring à tourner au cas où la tour se serait mise à bouger de manière beaucoup trop rapide. Les autorités publiques auraient évidemment fait évacuer une partie de la ville pour éviter la catastrophe. Heureusement, on n'a pas été confronté à ce type de problème. Donc, en conclusion, tous ces ouvrages, à partir du moment où on décide de les préserver, doivent sans aucun doute faire l'objet d'équipes pluridisciplinaires aussi larges que possible, dans lesquelles, bien entendu, les ingénieurs qui sont familiers avec la simulation ont sans aucun doute un rôle à jouer. Merci de votre attention. Merci, professeur Guerlemont, pour votre exposé. On va prendre quelques questions.